Je pense que chacun d'entre nous a une idée très personnelle de la nostalgie. Ça peut être une chose pour une personne, une autre chose pour une autre, et c'est tout à fait normal. En choisissant un tube qui est peut-être une incarnation, le plus fameux de ce sentiment d'avoir passé quelque chose, je voulais justement montrer, comme dans quelque chose de très simple, certains diront peut-être banal, la combinaison de texte, des mots et de sonorité, harmonie, mélodie, joue sur nous dans des façons qu'on n'est parfois même pas consciente. Si on regarde, il y a quelque chose d'assez étrange. Dans les œuvres de variété, des chansons populaires, souvent on a une phrase de 8 mesures. Eh bien, quand on commence, on entend que l'harmonie marche d'un côté, vous avez un accord fort, la deuxième mesure, comme dans une groupe de 8 où vous avez 2 plus 2 plus 2 plus 2, le deuxième est justement un anacruse pour le troisième. Par contre, les paroles dans la deuxième mesure, ce sont les plus importantes et sont moins importantes à la fin du troisième mesure. Donc déjà, on est à cheval entre musique et parole. En plus, quand on arrive à la fin et on attend notre 8e mesure pour calmer, pour se poser avant de repasser à la répétition de cette première 8 mesures, justement, on se trouve que on est déjà dans la répétition. Ça fonctionne un peu comme ça. C'est Fa majeur au départ, Yesterday, deuxième mesure, All my troubles seem so far away. Et là, on a déjà 3 mesures. Après, I need a place to hide away. Encore 2 mesures. Oh, I believe. Yesterday. 7e mesure. Et on retourne à 8e mesure. Ce qui arrive avec les paroles, c'est que chaque fois que vous arrivez à la fin du première phrase, Yesterday qui a commencé est maintenant repoussé un peu plus loin, une mesure plus tôt. Et donc, suddenly, ce qui a commencé la deuxième phrase est maintenant à la place de yesterday. Et chaque mot est poussé un peu plus loin. On voit aussi, dans ce thème chanté par les Beatles, un parcours qui va en haut, presque comme un île, et après qui descend légèrement, qui remonte, qui descendent encore comme des ondes. Peut-être aussi si vous êtes dans une barque ou un bateau et vous êtes en train de s'éloigner justement d'un pays. Je peux imaginer Ulysse et beaucoup d'autres marins de Grèce ont justement eu cette expérience souvent de voir disparaître dans la mer leur île tellement bien aimée. Alors, ça fait que si on part avec Rachmaninoff, est-ce que c'est lié à ce qu'on voit dans les Beatles? On voit tout au départ qu'avec le même type de mélodie, justement on monte, on descend légèrement, on remonte encore une fois, mais pas aussi haute, on descend encore une fois, on remonte encore une dernière fois, et on se calme vers quelque chose de plus plat.
Elle se mit à regarder les meubles, les bibelots, les cadres avidement pour les emporter dans sa mémoire. Le portrait de la maréchale était à demi caché par un rideau. Je connais cette femme, il me semble. Impossible, dit Frédéric. C'est une vieille peinture italienne. Elle avoua qu'elle désirait faire un tour à son bras dans les rues. Ils sortirent. La lueur des boutiques éclairait par intervalles son profil pâle, puis l'ombre l'enveloppait de nouveau, et au milieu des voitures, de la foule et du bruit, ils allaient sans se distraire d'eux-mêmes, sans rien entendre, comme ceux qui marchent ensemble dans la campagne sur un lit de feuilles mortes. Ils se racontèrent leurs anciens jours, les manies d'Arnoux, sa façon de tirer sur les pointes de son faux col, d'écraser du cosmétique sur ses moustaches. D'autres choses plus intimes, plus profondes. Quel ravissement il avait eu la première fois en l'entendant chanter. Comme elle était belle le jour de sa fête à Saint-Cloud. Il lui rappela le petit jardin d'Auteuil, les soirs au théâtre, une rencontre sur le boulevard. Elle s'étonnait de sa mémoire. Quelquefois, vos paroles me reviennent comme un écho lointain, et il me semble que vous êtes là quand je lis des passages d'amour dans les livres. Tout ce qu'on y blâme d'exagérer, vous me l'avez fait ressentir, dit Frédéric. Elle soupira. N'importe, nous nous serons bien aimés. Frédéric lui demanda comment elle l'avait découvert. C'est un soir que vous m'avez baisé le poignet entre le gant et la manchette. Je me suis dit, mais il m'aime, il m'aime. J'avais peur de m'en assurer, cependant. Votre réserve était si charmante que j'en jouissais comme d'un hommage involontaire et continu. Quand ils rentrèrent, Madame Arnoux ôta son chapeau. La lampe posée sur une console éclaira ses cheveux blancs. Ce fut comme un heurt en pleine poitrine. Pour lui cacher cette déception, il se posa par terre à ses genoux. Et prenant ses mains, il se mit à lui dire des tendresses. Votre personne, vos moindres mouvements me semblaient avoir dans le monde une importance extra-humaine. Mon cœur, comme de la poussière, se soulevait derrière vos pas. Vous me faisiez l'effet d'un clair de lune par une nuit d'été, quand tout est parfum, ombre douce, blancheur, infinie. Et j'avais toujours au fond de moi la musique de votre voix et la splendeur de vos yeux. Elle acceptait avec ravissement cette adoration pour la femme qu'elle n'était plus. Frédéric, se grisant par ses paroles, arrivait à croire ce qu'il disait. Madame Arnoux, le dos tourné à la lumière, se penchait vers lui. Il sentait, à travers ses vêtements, le contact indécis de tout son corps. Leurs mains se serrèrent. La pointe de sa bottine s'avançait un peu sous sa robe. Un mouvement de pudeur la fit se lever. À mon âge, lui, Frédéric, aucune n'a jamais été aimée comme moi. Non, à quoi sert d'être jeune? Je m'en moque bien, je les méprise, toutes celles qui viennent ici. Oh, il n'en vient guère, reprit-il complaisamment. Son visage s'épanouit, et elle voulut savoir s'il se marierait. Il jura que non. Sûr? Pourquoi? À cause de vous, dit Frédéric en la serrant dans ses bras. Tout à coup, elle le repoussa avec un air de désespoir. Elle dit en baissant la tête, « J'aurais voulu vous rendre heureux. » Frédéric soupçonna Madame Arnoux d'être venue pour s'offrir. Et il était repris par une convoitise plus forte que jamais, furieuse, enragée. Cependant, il sentait quelque chose d'inexprimable, une répulsion et comme l'effroi d'un inceste. Et tout à la fois par prudence et pour ne pas dégrader son idéal, il tourna les talons et se mit à faire une cigarette. Elle le contemplait, tout émerveillé. Comme vous êtes délicat. Il n'y a que vous
il n'y a que vous. Maurice Ravel, dans son Pavane pour une infante défunte, met une orchestration où cette danse est entendue à travers une longue temps. Une danse ancienne, jouée avec toutes les cordes consordino, et on entend une innocence qui est encore plus belle parce que éloignée dans un temps et donc intouchable.
à Falun, en Suède, il y a bien 50 ans et davantage. Un jeune mineur embrassa sa jeune et belle fiancée en lui disant « À la Sainte Lucie, notre amour sera béni par la main du prêtre. Alors nous serons mari et femme et nous bâtirons notre propre petit nid. » « Et l'amour et la paix y habiteront, dit la jolie fiancée avec un merveilleux sourire, car pour moi tu es tout. Tu es mon bien unique et sans toi, j'aimerais mieux être dans la tombe que dans un autre endroit. » Mais lorsqu'avant la Sainte Lucie, le pasteur eut à l'église annoncé leur fiançailles pour la 2e fois, or, si quelqu'un avait connaissance d'un obstacle comme quoi ces personnes ne pourraient se marier, ce fut la mort qui s'annonça. Lorsque le lendemain matin, le jeune homme passa devant la maison de sa promise, dans son costume noir de mineur, le mineur porte toujours sur lui son vêtement funéraire. Il frappa, certes encore une fois, à sa fenêtre et lui souhaita un bon matin, mais il ne lui dit plus jamais bonsoir. Il ne revint jamais de la mine. Et c'est en vain que ce matin, pour lui, comme cadeau de mariage, elle entourait un foulard noir d'un ourlet rouge. Mais comme il ne revint jamais, elle le mit de côté, pleura et ne l'oublia jamais. Les mots sont des choses assez étranges, parce qu'ils sont à la fois très précis, mais chacun de nous, dans notre parcours dans la vie, de plus jeune enfant jusqu'au plus grand âge, a une tendance à utiliser ces mots, des différents mots, l'une à côté de l'autre, dans des situations très diverses. Ce qui fait qu'après un certain temps, les mots ont pour chacun de nous des importances tout à fait individuelles, qu'on a parfois du mal à exprimer aux autres. C'est justement ça que Milan Kundera a voulu montrer, lui ayant un père qui était musicien et ayant étudié la musique à Brno, qu'il y avait une ambivalence, il y avait une malentendu parfois. Et dans l'insoutenable légèreté d'être, il a mis un chapitre qui est appelé justement « Dictionnaire des mots malentendus ». Pour Sabina, les mots prison, persécution, livres interdits, occupation, blindés sont de vilains mots dépourvus de tout parfum romantique. Le seul mot qui teinte doucement à son oreille, comme le souvenir nostalgique du pays natal, c'est le mot cimetière. Les cimetières de Bohême ressemblent à des jardins. Les tombes sont recouvertes de gazon et de fleurs de couleurs vives. D'humbles monuments se cachent dans la verdure du feuillage. Le soir, le cimetière est plein de petits cierges allumés. On croirait que les morts donnent un bal enfantin. Oui, un bal enfantin, car les morts sont innocents comme les enfants. Aussi cruelle que fut la vie, au cimetière régnait toujours la paix. Même pendant la guerre, sous Hitler, sous Staline, sous toutes les occupations. Quand elle se sentait triste, elle prenait sa voiture pour aller loin de Prague, se promener dans un de ses cimetières préférés. Ces cimetières de campagne sur fond bleuté de collines étaient beaux comme une berceuse. Pour Franz, un cimetière n'est qu'une immonde décharge d'ossements et de pierrailles. Ces mots donc à la fois très exacts et parfois opposés nous met dans une situation un peu étrange par rapport à la musique. Qu'est-ce qu'on va faire si on veut exprimer quelque chose? Anton von Webern a été très bouleversé par le mort de sa mère en 1906.
Je pense que chacun d'entre nous doit trouver sa propre façon de travailler avec ses sentiments quand ils arrivent dans la vie. Webern, en étant compositeur, a justement 3 ans après écrit une série de 6 pièces d'orchestre qui étaient étroitement liées avec cette expérience. C'est assez intéressant que sur la partition, il avait même mis certains mots d'explication, des mots qu'à la limite, on dirait, sont extrêmement subjectifs, très personnels, qu'il a effacés ensuite. Mais avant la Première mondiale, en 1913, Arnold Schoenberg, son maître, allait diriger les œuvres et il avait écrit une lettre dans laquelle il délignait exactement ses sentiments en composant les différentes pièces. La première pièce cherche à exprimer l'état d'esprit dans lequel je me trouvais lorsque j'étais à Vienne, pressentant déjà le malheur, mais espérant encore revoir ma mère vivante. C'était une belle journée. L'espace d'une minute, je croyais être sûr que rien ne s'était passé. C'est seulement lors de mon voyage en Carinthie, le jour même, l'après-midi, que j'appris l'événement. La troisième pièce est l'impression laissée par le parfum des bruyères que j'ai cueilli à un endroit très important pour moi, dans la forêt, et que j'ai posé sur le cercueil.
C'est presque comme un écrivain, quand il écrit un roman, il découvre quelque part, en voyant une personne, ou juste une inspiration qui vient comme ça, un personnage. Et à travers son œuvre, on voit le personnage se développer. Dans la mesure comme quand Brahms, qui découvrait dans un groupe de divertimenti fait par Haydn, le choral Saint-Anthony, il a dit, tiens, je vois des possibilités dans ce thème, presque comme de voir les possibilités dans le visage de quelqu'un. Et ensuite, de voir justement comment chaque variation n'est pas moins importante que le thème, mais qui est en soi une autre étape de ce thème dans un large développement.
L'esprit a ses paysages, dont la contemplation ne lui est laissée qu'un temps. J'avais vécu comme un peintre, montant un chemin qui surplombe un lac dont un rideau d'arbres et de rochers lui cache la vue. Par une brèche, il l'aperçoit, il l'a tout entier devant lui. Il prend ses pinceaux. Mais déjà vient la nuit, où l'on ne peut plus peindre et sur laquelle le jour ne se relève pas. Alors je pensais tout d'un coup que si j'avais encore la force d'accomplir mon œuvre, cette matinée qui m'avait aujourd'hui même donné à la fois l'idée de mon œuvre et la crainte de ne pouvoir la réaliser, marquerait certainement avant tout dans celle-ci la forme que j'avais pressentie autrefois dans l'église de Combray et qui nous reste habituellement invisible, celle du temps. Certes, il est bien d'autres erreurs de nos sens. On a vu que divers épisodes de ce récit me l'avaient prouvé, qui faussent pour nous l'aspect réel de ce monde. Mais enfin, je pourrais, à la rigueur, dans la transcription plus exacte que je m'efforcerai de donner, ne pas changer la place des sons, m'abstenir de les détacher de leur cause, à côté de laquelle l'intelligence les situe après coup, bien que faire chanter doucement la pluie au milieu de la chambre et tomber en déluge dans la cour l'ébullition de notre tisane ne dut pas être en somme plus déconcertant que ce qu'ont fait si souvent les peintres quand ils peignent très près ou très loin de nous, selon que les lois de la perspective, l'intensité des couleurs et la première illusion du regard nous les font apparaître, une voile ou un pic que le raisonnement déplacera ensuite de distance quelquefois énorme. Je pourrais, bien que l'erreur soit plus grave, continuer comme on fait à mettre des traits dans le visage d'une passante, alors qu'à la place du nez, des joues et du menton, il ne devrait y avoir qu'un espace vide sur lequel jouerait tout au plus le reflet de nos désirs. La musique nous aide à construire notre propre univers de compréhension intérieure. C'est un élément essentiel de notre construction, en raison de son caractère non verbal. Les compositeurs sont donc les poètes du non-verbal. En laissant la musique nous mener vers des espaces où les mots ne peuvent pas aller, nous pouvons trouver notre être propre. On arrive donc à la fin de notre voyage où la lumière donne ses couleurs au paysage, où on rencontre les êtres humains en train de créer leur histoire, une histoire qui nous emmène finalement à l'individu, ses pensées et son importance.